Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième cours de philosophie générale consacré à la notion de technique. Aujourd'hui, je vous propose d'exhumer un texte très peu connu d'un philosophe important du 19e siècle que j'ai déjà eu l'occasion d'étudier récemment sur cette chaîne, à savoir John Stuart Mill. Ça vous fera une référence originale et inattendue sur la notion de technique, comme ça au moins, étant donné que l'on va s'intéresser ici non plus à son utilitarisme sur un plan politique, comme on l'a vu récemment, mais à une vision utilitariste de la nature, si on peut dire, ou en tout cas à la conception moderne des rapports entre technique et nature, dans ce texte peu connu et pourtant tout à fait représentatif à mon sens. Il s'agit ici d'un extrait de son ouvrage intitulé La nature, un texte très intéressant au demeurant, où John Stuart Mill développe une analyse du rapport que l'humanité entretient avec la nature par le biais de la technique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce texte possède une dimension moderne plus que jamais d'actualité. Avant toute chose, je tiens à rappeler que dans mes deux précédentes vidéos consacrées à la notion de technique, j'ai abordé la conception dite antique de la technique, avant d'en venir au début de la conception moderne de celle-ci, avec un texte très connu de Descartes. On en était venu à constater que la méfiance à l'égard de la technique, que l'on pouvait retrouver chez les anciens, allait de pair avec une conception divine de la nature, comme totalité créée par Dieu. La technique échappant à la nature humaine, bien que celui-ci que l'homme ait besoin de celle-ci, et soit amené à se mettre en danger lui-même s'il ne développait pas des qualités permettant de bien en user. Ça, c'est ce qu'on a vu avec Platon. Avec Descartes, on avait alors relevé un paradoxe se situant dans le prolongement de son analyse, car on a vu que si Descartes, contrairement à Platon, louait les avantages de la technique, pour parvenir à un cadre de vie permettant la santé et l'exercice convenable de la raison notamment, il concevait toujours, tout comme les anciens avant lui, une norme divine transcendante devant être considérée comme à la racine même de nos connaissances, y compris en matière de morale et dans l'élaboration de la mécanique qui, en tant que branche essentielle de la technique, et du célèbre arbre de la connaissance chez Descartes dont j'ai parlé, doit être en permanence nourri par la métaphysique, qui permet à l'homme de ne pas oublier que s'il peut se rendre comme maître et possesseur de la nature, il n'en est pas le maître ou le possesseur réel. De fait, on en arrive à l'idée selon laquelle pour Descartes, c'est un usage mesuré de la technique qui permet de détourner les éléments naturels afin de leur faire prendre un cours qui serve les intérêts humains qu'il faut parvenir. En un sens, on pourrait dire que de façon très indirecte, certes, Descartes est un précurseur de la pensée écologique en philosophie, puisque la nature n'est pas, selon lui, un immense réservoir dans lequel il faut puiser à foison sans limite. La nature doit être respectée en tant qu'elle demeure une création divine, et l'homme ne doit pas la saccager ou l'asservir selon ses caprices. Il ne doit pas jouer à l'apprenti sorcier en se prenant pour Dieu, en somme. Or, le texte de John Stuart Mill, dont je vous parle à présent, inscrit une réelle rupture significative avec les anciennes conceptions de la technique et de la nature. Et c'est pour cela que je l'étudie avec vous, parce que je pense qu'il est d'une importance capitale pour mieux comprendre le monde dans lequel on vit actuellement. Je passe mon temps à le répéter, mais la philosophie c'est concret, il suffit juste de montrer en quoi ça l'est. En effet, dans ce texte, Mill ne pense pas la nature comme une entité familière à l'homme, dans laquelle il devrait puiser ce dont il a besoin, tout en restant aussi prudent et mesuré que possible, comme c'était le cas chez Descartes. Les anciens jusqu'à Descartes pensaient l'homme comme un être naturel qui devait vivre avec la nature, la dompter, mais pas la dominer pour autant. Or, le tournant décisif qu'effectue Mill dans ce texte, qui est pourtant très peu connu, c'est de séparer de façon radicale l'homme d'un côté et la nature de l'autre. Pourquoi la technique s'oppose par définition à la nature et pourquoi on ne peut espérer parvenir à un usage qui serait réellement respectueux de cette dernière? Eh bien parce que, et c'est ça le point assez sulfureux et pas du tout bien pensant du texte, la nature s'oppose à la vie humaine. Elle lui est hostile d'après Mill. Ainsi, d'après Mill, la technique n'est pas une sorte de déesse qu'il faudrait vénérer. Les épicuriens pensaient par exemple qu'il fallait vivre en conformité avec la nature en ne satisfaisant que ce qu'elle exigeait de naturel et de nécessaire en nous comme désir.
Et donc là, on peut voir que c'est vraiment en totale rupture avec cette conception antique de la nature, qu'il ne faut pas vivre en conformité avec la nature, mais au contraire, vivre contre cette dernière, aller à l'encontre de celle-ci, puisque la vie humaine est elle-même contre nature par définition. Pourquoi est-ce que la vie humaine est contre nature? Ce qui peut paraître surprenant et choquant, car parce que justement la nature est contraire au développement de la vie humaine. Ce que dit Mill ici à ce propos, c'est que la nature n'est pas notre amie, pour le dire de façon très simple et très abrupte, car la technique est pensée par définition pour pallier aux insuffisances de cette dernière, pour les compenser. Mill nous dit ainsi que la technique, comme réseau d'innovation et d'artifices destiné à rendre la vie humaine plus commode, serait inutile si la nature suivait d'elle-même un cours favorable aux actions humaines. Si l'homme a eu besoin de construire des ponts, des puits ou encore des paratonnerres, c'est bien la preuve que la nature est initialement hostile à toute vie humaine et ne fait rien d'elle-même pour favoriser notre existence sur Terre. Aussi, et c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce texte, lorsque nous faisons l'éloge d'un savoir scientifique d'ordre technique qui permet la maîtrise d'une force de la nature, nous déprécions inconsciemment la nature. Par exemple, dire c'est un super téléphone portable, il est bien pratique, ou c'est quand même chouette de pouvoir prendre l'avion et d'arriver à Paris en moins de 2 heures, revient à déprécier la nature sans même que nous nous en rendions compte, car ce que nous voulons dire par là, c'est que la nature ne répond pas d'elle-même à nos besoins de communication ou de déplacement à grande vitesse, dans notre exemple. Chaque éloge fait d'une technique ou d'un art particulier trahit le fait que la nature ne nous suffise pas, pire, qu'elle s'oppose naturellement à la persistance de notre propre existence sur Terre. Spontanément, la nature peut potentiellement nous foudroyer sur place, mais avec l'invention du paratonnerre comme progrès technique survenu au XVIIIe siècle, il a été inventé par Benjamin Franklin, la nature fait moins la maline et elle peut un peu moins nous faire chier en nous foudroyant, vous voyez. Donc, ce qu'il y a de novateur et d'intéressant dans ce texte, c'est que Mill détruit complètement les anciennes conceptions de la nature et de la technique, dans le sens où il pense une sorte de scission entre la technique, qui permet la poursuite de nos intérêts humains, et la nature, qui ne poursuit aucun intérêt particulier, et sûrement pas notre propre survie. Il y a donc un antagonisme entre la nature d'un côté et la vie humaine de l'autre, la technique et sa progression étant le témoin de cet antagonisme. Ce qui donne raison à Mill, au point où nous en sommes en tout cas, c'est qu'à mesure que le savoir scientifique lié à la technique se développe, au plus l'homme va développer des infrastructures, des routes, des immeubles, des zones urbaines, qui vont prendre le pas sur le règne de la nature. Au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes en 2021 et on peut constater que le progrès de la technique implique un recul progressif de la nature autour de nous. Ce que Mill a voulu nous dire, c'est qu'au plus nous allions faire face à la nature en développant diverses innovations qui impliquent à chaque fois une urbanisation toujours plus grande du milieu initialement naturel dans lequel nous vivons, au plus la nature allait reculer. Quoi qu'en disent les écolos ou certains idéalistes, la nature n'est pas notre amie et l'homme a peur de la nature. C'est la raison pour laquelle il détruit de plus en plus celle-ci et que l'urbanisation de son mode de vie entraîne un recul toujours plus important des espaces naturels, avec de la verdure ou une grande biodiversité notamment. Car il cherche inconsciemment à faire disparaître ce qui pourrait être un facteur de danger potentiel ou d'imprévisibilité. Pourquoi est-ce que l'homme justement crée des villes, des villes de plus en plus grandes? Pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces infrastructures? Ben, c'est justement pour déjouer autant que possible les aléas naturels, vous voyez. Il veut vivre dans un monde où la technique prévoit tout pour lui et permet justement de satisfaire tous ses besoins. En gros, si vous pensez que l'homme doit vivre en communion avec la nature et se limiter à une technique purement minimaliste, recourir à des morceaux de bois ou à des silex pour se chauffer notamment, et là il s'agirait plus d'une définition de la technique comme savoir-faire pratique et non comme technologie, allez-y, mais vous ne tiendrez pas extrêmement longtemps dans la nature et vous allez vite regretter la civilisation qui, pour Mill, est la meilleure preuve que la nature ne suffit pas et doit être combattue autant que possible par le règne de la technique comme technologie.
ensemble des innovations propres à faciliter la vie humaine et à permettre son développement autant que possible. Par conséquent, on en arrive au point problématique qui demeure plus que jamais d'actualité selon lequel le progrès technique coïncide toujours nécessairement avec un recul nécessaire de la nature, mais aussi avec un recul toujours plus marqué d'une conception divine ou sacrée de cette dernière, car au plus l'homme jouit des privilèges de la technique, au plus il en vient à déprécier la nature et à constater qu'elle ne lui offre rien par elle-même. Valoriser la technique va toujours de pair avec le fait de dévaloriser la nature pour mille, même si ce n'est pas fait consciemment. Au plus l'humanité maîtrise la nature, au plus celle-ci prend conscience du fait qu'elle ne doit rien à la nature et qu'elle doit tout au savoir-faire qu'elle développe pour apprendre à être le moins embêtée possible par celle-ci. Oui, mais voilà, il y a un petit problème. Si le progrès technique est légitime en ce qu'il répond à un manque de la nature par rapport à nos besoins vitaux, peut-on dire pour autant qu'un monde dominé par la technique, où la nature aurait été neutralisée autant que possible, est réellement souhaitable? Par ailleurs, est-il juste de considérer la nature comme imparfaite à partir de nos propres besoins utilitaires qui résultent d'un point de vue anthropocentriste où l'homme se considère comme un être à part et distinct de la nature? Une terre digne d'être habitée par l'humanité est-elle une terre entièrement remodelée par les besoins humains et le règne de la technique, et le fait de valoriser la nature est-il nécessairement une hypocrisie et une imposture philosophique que nous ne voudrions pas admettre? C'est sur ces problèmes brûlants que je clôt cette analyse, et on cherchera la prochaine fois à remettre en question cet antagonisme entre technique et nature que Mill a développé, en nous demandant s'il est bien exact de considérer que la technique entre en contradiction avec le règne de la nature, pour le plus grand bien possible de l'humanité. On se demandera notamment si la technique, y compris ce que l'on nomme la technologie, est bel et bien en opposition avec la nature, mais ne demeure pas davantage un prolongement de celle-ci dans la mesure où l'homme fait partie de ce grand tout qu'est la nature, bien qu'il ait tendance à l'oublier à cause de l'urbanisation toujours plus importante de son mode de vie, comme on vient de le voir. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, prenez bien soin de vous et de vos proches, et à très bientôt.